Notre édition spéciale consacrée à la situation au Proche-Orient, elle continue. J'ouvre notre second débat sur la reconnaissance d'un État de Palestine. La conférence internationale sur la solution à deux États que la France voulait relancer, c'était ce 18 juin aux Nations Unies. Elle a été, vous le savez, reportée. Elle s'est fracassée sur cette opération militaire d'Israël contre l'Iran. Peut-elle être relancée? Quand? Comment? Et surtout, restez en place quelques secondes, merci. Avec qui pour incarner le futur des Palestiniens? Avant d'en débattre, première réponse en images, Jérôme Rabier. La reconnaissance de l'État palestinien attendra. Après le déclenchement de l'opération israélienne en Iran et la riposte de la République islamique, la conférence onusienne lancée par la France et l'Arabie saoudite est reportée. Mais Emmanuel Macron promet d'aller au bout du processus. Quelles que soient les circonstances, j'ai dit ma détermination à reconnaître l'État de Palestine. Elle est entière et c'est une décision souveraine. La réussite de cette conférence à New York était fragile. Aucun autre pays ne s'était formellement engagé à suivre la France dans cette reconnaissance. Et Emmanuel Macron voulait obtenir des pays arabes une normalisation des relations avec Israël, qui était loin d'être acquise avec l'offensive sur Gaza. Pour ceux qui défendent la reconnaissance de l'État palestinien, le chef de l'État complique l'équation en posant des conditions. Les pays qui ont reconnu la Palestine l'ont fait sans aucune condition. Et le fait que la position, ou du moins une des déclarations du président, veuille assortir cela de certaines conditions, je crois que ce n'est pas une bonne manière d'appréhender les choses. Et je ne voudrais pas que cette résolution soit donc passe par profits et pertes. Aucune nouvelle date n'est fixée pour relancer l'initiative élyséenne et Israël avertit, avec le soutien des États-Unis, qu'il y aura des conséquences à cette reconnaissance. La reconnaissance de l'État palestinien par la France sera un désastre pour les Palestiniens, pour les Israéliens, pour les relations franco-israéliennes et pour la possibilité de la France d'influencer les différents processus diplomatiques qui pourraient avoir lieu au Moyen-Orient dans le futur. Aujourd'hui, près de 150 pays reconnaissent déjà l'État palestinien, sans que cela ne freine les velléités d'Israël sur Gaza ou la Cisjordanie. La France pourrait devenir le premier des pays du G7 à le faire, dans l'espoir d'aboutir à une solution à deux États, Israël et la Palestine. Et autour de cette perspective d'un État palestinien, on se pose ces questions quand, comment et avec qui? Avec Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient et vous publiez le livre noir de Gaza. C'est aux éditions du Seuil. Sylvaine Bull, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeure de sociologie, spécialiste de la conflictualité d'Israël, chercheuse au laboratoire d'anthropologie du politique et vous publiez Sociologie de Jérusalem. C'est aux éditions de la Découverte. Ala Konmani, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste au quotidien Libération et spécialiste du Moyen-Orient. Et Mickaël Darmon, évidemment, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. On a entendu le chiffre donné par Jérôme Rabier. On va voir cette carte des pays, des 148 pays membres de l'ONU qui ont déjà reconnu l'État palestinien. Alors on peut ajouter le Vatican, qui n'est pas membre des Nations Unies, mais qui a reconnu un État palestinien en 2015. Pourquoi la France devrait-elle se joindre à cette liste, Agnès Levallois? Parce qu'il paraît tout à fait normal aujourd'hui de reconnaître enfin cet État palestinien, de remettre le droit au centre du jeu. Les Palestiniens n'ont pas d'État et donc il serait temps aujourd'hui que la communauté internationale reconnaisse le droit des Palestiniens à avoir cet État. Et en raison justement de la situation sur le terrain, il me paraît encore plus important d'affirmer des principes. Et c'est un principe important, me semble-t-il, de reconnaître ce droit pour les Palestiniens. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans une séquence dramatique, une séquence guerrière, où c'est la force qui prime sur tout le reste. Et donc de remettre du politique au centre du jeu, ça me paraît absolument indispensable. Les Palestiniens ont droit à un toit politique dont ils sont dénués. Et donc ça me paraît d'autant plus important dans le contexte de guerre dans lequel nous sommes maintenant depuis des mois et des mois. Et qu'il faut maintenant forcer les choses et permettre une évolution de la situation et permettre surtout aux Palestiniens d'être considérés comme n'importe quel peuple qui a droit à un État. Tout simplement. On a souvent, j'entends souvent quand il est question de reconnaître un État palestinien, la question de la temporalité. Est-ce le bon moment? C'est la question que je vous pose, Sylvaine Bull. Est-ce le bon moment? Oui, alors pas tout à fait. Moi je suis d'accord nous sommes tous et toutes d'accord pour reconnaître l'idée qu'il faille avancer, qu'il faut un État palestinien. Les Israéliens non plus ne souhaitent pas rester dans l'état de guerre
pas plus que les Palestiniens. Tout le monde aspire à un devenir qui n'est pas celui de la guerre et que personne n'a malheureusement pas assez connu ou que trop peu connu. Maintenant, le timing, on peut en discuter. D'abord, il faudrait dire que moi j'ai regretté que la conférence soit annulée, bien que je sois extrêmement sceptique sur cette idée de faire avancer l'État, on peut en parler, mais je pense qu'il ne fallait pas annuler cette conférence, d'une part parce que vendredi il y avait la réunion des sociétés civiles, c'était bon an mal an quelque chose de très intéressant, et deuxièmement, détourner le regard de cette conférence, c'est aussi détourner les yeux de Gaza et de la Cisjordanie dont on parle pas assez. Maintenant sur le timing, moi je pense que les conditions ne sont pas réunies. Elles sont réunies peut-être pour des experts, des analystes, des diplomates, des chancelleries occidentales. Elles ne sont pas réunies en Israël. Elles ne sont pas réunies pour les sociologues, parce que pour nous, sociologues et politistes, ce qui est important, c'est que cet État se fasse avec les Palestiniens eux-mêmes, et pas seulement avec une créature internationale dont on pourra reparler. Et évidemment, on va en reparler. On a 3/4 d'heure pour rentrer dans le détail et la complexité de ce dossier. Au-delà du symbole, c'est important, c'est très important les symboles. Je sous-estime pas la Kodmani. Ça changerait quoi pour le quotidien des Palestiniens, une reconnaissance d'un État? Ça ne changerait pas grand-chose dans le contexte actuel. Je veux dire, dans le rejet total d'Israël, de toute existence palestinienne. On en est plus qu'à, pas seulement un État, mais même une organisation quelconque. Il y a une volonté depuis un moment de vraiment détruire tout ce qui peut faire cohésion palestinienne, quelle qu'elle soit, sur le territoire, sur la société, sans parler de Gaza, vraiment un effacement, une tentative d'effacement. Donc, quelque part, le fait de reconnaître, c'est surtout, à mon avis, un message vis-à-vis d'Israël. Ceux qui reconnaissent, c'est dire non, on n'a pas abandonné, non, on ne vous laissera pas faire, non, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Il faut penser que pendant 30, 40 ans, on avait les communiqués du Quai d'Orsay, la solution à 2 États, c'est la seule valable, mais on ne faisait rien pour. Maintenant, les choses pressent. Maintenant, la question palestinienne s'est réimposée depuis le 7 octobre et surtout depuis la guerre prolongée à Gaza depuis 20 mois. Le fait de reconnaître est bien sûr symbolique, ça ne changera rien. Ça remontera quand même le moral des Palestiniens, quelque part, de se sentir moins abandonnés. Et c'est un message surtout à Israël, de dire que on n'abandonne pas la légalité internationale, on n'abandonne pas, vous êtes en territoire occupé, et ce territoire appartient à l'État palestinien, devrait appartenir à l'État palestinien. Alors il y a effectivement cette conférence qui devait se tenir mercredi aux Nations Unies, conférence internationale, initiative de la France et de l'Arabie Saoudite. On l'a bien compris, les frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes ont poussé Emmanuel Macron à renoncer. En tout cas, c'est ce qu'il nous explique. On écoute le président français. L'objectif, c'est donc un État palestinien démilitarisé, reconnaissant l'existence et la sécurité d'Israël, qui doit recevoir le soutien d'une mission internationale de stabilisation. C'est le préalable indispensable à l'intégration régionale d'Israël et à l'établissement de sa reconnaissance mutuelle. Ce report ne saurait remettre en cause notre détermination à avancer vers la mise en œuvre de la solution des 2 États, quelles que soient les circonstances. J'ai dit ma détermination à reconnaître l'État de Palestine. Elle est entière et c'est une décision souveraine. Agnès Levallois, il y a cette déclaration et puis il y a aussi le ton d'Emmanuel Macron qui change vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, notamment sur la décision d'attaquer l'Iran et de viser les installations nucléaires iraniennes. Comment vous analysez, alors je ne sais pas quel terme employer, certains diront volte-face, d'autres hésitation, si on veut être beaucoup plus dur, double discours, comment vous l'analysez ? Écoutez, ce qui apparaît dans ces déclarations du président Macron, c'est que je vais dire une chose très simple, ça manque de colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on voit depuis, dès le lendemain du 7 octobre, finalement qu'on a une politique française qui va dans un sens, dans un autre, qui revient au gré de l'évolution de la situation. C'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines plutôt, les images qui nous sont parvenues de Gaza étaient tellement épouvantables depuis la rupture de la trêve, avec le fait de cette aide humanitaire complètement bloquée, de ces enfants qui commencent à mourir de faim. Les images ont été
telle qu'on a le sentiment que ça a provoqué quand même un électrochoc et qu'on a vu le président français prendre des positions plus dures et dire que cette politique menée par Netanyahou n'était plus supportable et qu'on devait passer à autre chose. Notamment la visite qu'il fait lui-même, il va vraiment tout près tout près à côté de Rafah pour bien se rendre compte de la réalité. Donc on s'est dit, tiens, là il y a quelque chose qui bouge. En même temps, lorsqu'il annonce cette conférence de New York en janvier dernier lors de sa visite en Arabie Saoudite et qu'il attend 6 mois pour proposer une réunion alors qu'il y a urgence, là pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose d'absolument effroyable dans la situation actuelle, c'est qu'on met 6 mois à organiser une conférence pour tenter de trouver une solution, alors qu'il y a un massacre tous les jours qui se passe sous nos yeux et qu'on n'a pas mais est-ce que le fait de reconnaître un État palestinien ferait cesser les frappes, les opérations militaires? C'est de dire il doit y avoir une solution politique. Il n'y aura pas de solution militaire au conflit israélo-palestinien. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que l'option à chaque fois militaire qui est choisie ne conduit à rien, ne mène qu'à une impasse. Donc il faut sortir de l'option uniquement militaire pour aller vers une option diplomatique. Et face à l'absence de volonté d'Israël d'accepter un État palestinien sur des propos qui sont répétés quotidiennement par les ministres de ce gouvernement, eh bien il faut dire, et comme disait Hala Kodmani à l'instant, eh bien il faut imposer cet État parce qu'il n'y aura pas de solution par la guerre. Alors, on va revenir sur la décision d'Emmanuel Macron de suspendre ou d'annuler cette conférence. Reporter, voilà, c'est le terme qu'il employait. Je vais vous donner la parole là-dessus à la Kodmani, mais Mickaël, vous vouliez intervenir. Oui, parce qu'en fait, il y a eu effectivement ce moment politique. Il a existé en 1993, il s'appelait les accords d'Oslo. Quand Yitzhak Rabin signe avec Yasser Arafat, qui le rencontre donc à la Maison-Blanche en septembre 1993. Sous l'égide de Bill Clinton. Sous l'égide de Bill Clinton. Je me souviens de cette poignée de main hésitante au départ. Cette position, voilà, un peu comme ça, je vous rassemble de manière un peu christique. Et puis après, surtout, des négociations qui ont duré des mois et qui se sont signées au Caire, où effectivement il y a eu un accord. Il y avait la volonté par Israël de reconnaître et de dire il y aura un État palestinien. Mais l'État palestinien de l'OLP, il était celui qui était, d'abord il avait un projet laïque, on attend de voir quel est le projet de société actuellement du Hamas. Les populations de Gaza en savent quelque chose, mais surtout, il y avait aussi une volonté de dire nous ferons cet État à côté d'Israël. Le Hamas, lui, a pour projet de dire on fait un État palestinien, mais à la place d'Israël. C'est la difficulté, en réalité, du début de cette négociation et cette capacité de pouvoir entrevoir le Hamas comme étant aujourd'hui un interlocuteur. D'ailleurs, tous les pays arabes, la Ligue arabe, c'est un grand tournant, depuis quelques semaines, le dit sans embâge, et au fond assument ce qu'ils pensent depuis très longtemps sur les Palestiniens, disent de toute façon, il faut que le Hamas quitte le pouvoir si on veut être capable de pouvoir reconstruire quelque chose. Alors ça ouvre, on a dit quand, comment, avec qui, ça c'est le avec qui, et on y consacrera du temps, mais je reste sur la temporalité et le report de cette conférence à la Kodmani. C'était pas un succès majeur annoncé, on peut aussi dire ça, il y a peut-être un peu d'opportunité, Non, mais il y a eu un exercice diplomatique formidable, déployé par la diplomatie française avec l'aide de toutes sortes d'experts, de relais, etc., en coordination avec les pays. Parce qu'au départ, c'est un projet arabe, l'histoire des deux États. C'est l'Arabie Saoudite, quand on lui a dit « venez normaliser avec Israël », elle dit non. Sans la perspective d'un État palestinien, on ne normalise pas. Donc, Macron a pris ce dossier en tête en disant oui, allez, on va le faire ensemble. Ça a été, on a déployé, mais c'est vraiment des efforts et des réunions et c'est un plan très cohérent. Bon, alors il est sur le papier, bien sûr, mais ça commence par un cessez-le-feu à Gaza, un désarmement du Hamas, une mise en place de forces internes, et puis ça aboutit à... Enfin, il y a plusieurs étapes avec plein de groupes de travail qui chacun s'occupe de... Il obtient de Mahmoud Abbas, à la demande de Macron, apparemment, une lettre disant... On en parle dans un instant en détail de cette lettre. Oui, on prend... etc. Donc, il y avait quand même une architecture complète. Mais depuis quelques semaines, on commençait à lire que cette conférence n'allait pas aboutir à un franc succès. Et que finalement, le mouvement qu'Emmanuel Macron espérait n'était pas là. Il n'y aura jamais de franc succès tant que Israël a les mains libres et on ne peut pas l'arrêter en aucune façon dans son agression quotidienne. Ça, il est certain. Mais, comme toutes les choses, oui, redire qu'il y a un droit international, que Israël est en train de l'enfreindre, que
on est de plus en plus nombreux, Européens, Arabes, etc., à ne plus supporter cette situation, c'est peut-être un gros progrès. Bon. Votre avis, et on boucle ce premier chapitre sur la temporalité, Sylvaine Bull, sur finalement vous disiez c'est dommage que cette conférence n'ait pas eu lieu, mais bon, peut-être qu'elle était en train de se réduire en peau de chagrin quand même. Absolument, parce que, encore une fois, au-delà des grands principes, on ne peut pas oublier une chose, c'est que pour qu'il y ait une conférence internationale et avancer dans un accord de paix, il faut un locuteur et un récepteur. Le récepteur n'existe pas pour le moment, il n'existe de moins en moins, c'est Israël. Comment construire un minimum de bilatéralité s'il n'y a pas un interlocuteur, et cet interlocuteur n'existe pas dans l'opposition israélienne. La deuxième chose, en effet, c'est que ça s'est réduit en peau de chagrin alors qu'il y a eu une démarche très courageuse de Mahmoud Abbas, il faut bien le dire, mais qui n'a pas été suivie. On ne peut pas dire qu'il y a eu une espèce de grand vent qui s'est levé, et Emmanuel Macron s'est retrouvé assez seul tout de même. Il y a eu un moment en fait qui a commencé à montrer que tout ça était en train de se déliter, c'est le voyage en Indonésie. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il y aura une vague de reconnaissance de pays musulmans à l'égard d'Israël, ou pays arabes à l'égard d'Israël, il a proposé à l'Indonésie, ça n'a pas marché. Et quand il a rencontré de manière un peu subreptice, informelle, comme ça, les étudiants, c'est à ce moment-là, au détour d'une phrase, qu'il a commencé à donner des conditions qui montraient qu'il y avait un problème du point de vue de cette conférence qui aurait beaucoup de mal à se tenir parce que les conditions qu'il posait montraient qu'effectivement il y avait un problème et c'est à ce moment-là que l'Élysée a commencé à formuler un propos en disant mais non, nous n'allons pas reporter. Bien avant l'opération iranienne, il y avait déjà des doutes parce que c'est en Indonésie que cette fois-ci il a compris que c'était une difficulté. Ouais. Alors on a en partie répondu à la question du quand. Maintenant, on va s'intéresser à la question du avec qui créer un État palestinien, mais avec qui, notamment quel interlocuteur côté palestinien. Et on en parle tout de suite avec Steve Jourdain, puisqu'il y a un homme qui joue un rôle important, c'est Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, on l'a évoqué, qui a écrit à Emmanuel Macron. Oui, on va voir la lettre, Thomas, elle a été publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux de l'Élysée. Dans le texte transmis à Emmanuel Macron lundi dernier, Mahmoud Abbas condamne l'attaque du 7 octobre. On va voir les mots exacts du président d'autorité palestinienne. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre en tuant et en prenant des civils en otage est inacceptable et condamnable. Le Hamas doit libérer immédiatement tous les otages. On rappelle que Mahmoud Abbas est issu de la faction politique rivale, le Fatah, en lutte contre le mouvement islamiste pour la suprématie sur le mouvement national palestinien. Est-ce que cette condamnation du 7 octobre, c'était une première ? Oui, c'est inédit et historique selon la diplomatie française. Écoutez. C'est la semaine dernière, grâce au mouvement qui a été enclenché par la France. Regardez ce que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a dit dans une lettre qu'il a adressée au président de la République et au prince héritier de l'Arabie saoudite. Pour la première fois, il a condamné le 7 octobre comme un attentat terroriste. Inéditement, en fait, oui et non, malgré ce que dit le ministre, déjà parce que le mot terroriste n'apparaît pas dans la lettre concernant précisément l'attaque du 7 octobre, et ensuite parce que déjà le 12 octobre 2023, 5 jours après les attentats terroristes, Mahmoud Abbas, en visite du côté de la Jordanie, déclarait la chose suivante: nous rejetons les pratiques consistant à tuer des civils ou à les maltraiter des deux côtés, car elles contreviennent à la morale, à la religion et au droit international des deux côtés, sous-entendu du côté israélien comme du côté palestinien. Déclaration plus équivoque que celle effectuée par écrit dans la lettre envoyée à Emmanuel Macron, mais condamnation tout de même des actes du Hamas, au moins à minima, Thomas. Mahmoud Abbas qui prend aussi des engagements sur le futur État palestinien. En tant que représentant de la Palestine à l'international, Abbas demande pour commencer un cessez-le-feu à Gaza et le retrait de l'armée israélienne de l'enclave palestinienne, mais il donne aussi des gages dans le cadre d'un futur État vivant aux côtés d'Israël. Le Hamas ne dirigera plus Gaza et devra déposer les armes, dit-il. Les capacités militaires du mouvement islamiste devront être transférées aux forces de sécurité palestinienne avec l'aide des pays arabes de la région. Mahmoud Abbas valide en fait le plan égyptien adopté début mars qui prévoit la reconstruction de l'enclave par les pays voisins. Il se dit prêt à inviter des forces arabes et internationales à se déployer dans le cadre d'une mission de stabilisation avec un mandat du Conseil de sécurité, Thomas. Et puis enfin, il fait une autre grande promesse. Des élections présidentielles et législatives seront organisées
d'ici un an. Bon, c'est un engagement qui intervient plus ou moins tous les ans dans la bouche de Mahmoud Abbas, et ce depuis presque 20 ans maintenant. Les dernières élections générales remontent à 2006, juste avant le déclenchement de la guerre Hamas-Fatah. La vraie question, peut-être Thomas, est de savoir ce que vaut réellement un engagement de Mahmoud Abbas, 89 ans, et très décrié dans la population palestinienne. Merci beaucoup Steve. Et je vais commencer par ça peut-être avec vous, Alaa Konmani. Mahmoud Abbas, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est autant, bon, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Je ne sais pas quelle terminologie employer. Aujourd'hui, la seule autorité palestinienne officielle reconnue internationalement, qui est complètement édentée, décrédibilisée, surtout parmi les Palestiniens, parce qu'il est allé tellement loin dans la tentative de concilier les choses avec Israël qu'il s'est complètement décrédibilisé. Je dirais, mais il est le seul. Il n'y en a pas d'autres. Il a refusé jusque-là des élections depuis des années. Et maintenant, il est toujours là. Bon, on a besoin d'un interlocuteur palestinien. C'est clair. Et du coup, à l'Élysée, c'est une bonne idée, ça, Mahmoud Abbas, on va le faire parler. C'est un peu Mahmoud Abbas faute de mieux, quoi. Oui, pas faute de mieux, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Oui. Mais alors comment il n'y a pas ni mieux ni pire. Il n'y a pas d'autre. Oui. Mais comment ça s'explique, ça, Agnès Levallois? C'est Mahmoud Abbas qui a empêché d'autres leaders d'émerger. Bien sûr, lui n'avait aucune envie, et Israël maintient en prison aussi des responsables palestiniens qui pourraient représenter une alternative. On parle toujours de la figure Marwan Barghouti, on va en parler qui est quand même un homme qui a l'avantage, si je puis dire, d'être issu du Fatah, donc du parti de Mahmoud Abbas, mais qui a aussi eu des contacts avec le Hamas du temps où il était à l'extérieur, et que Israël refuse systématiquement de le faire sortir dans le cas des échanges de prisonniers palestiniens. Ça fait combien d'années qu'il est dans les prisons israéliennes? Ça fait 20 ans, enfin voilà. 20 ans, oui. Donc du coup, il y a une conjoncture ou concordance, si je puis dire, entre d'un côté Mahmoud Abbas qui ne veut surtout pas qu'une personnalité émerge, et Israël qui n'a pas non plus très envie d'une personnalité qui émerge, parce que le leitmotiv israélien, c'est de dire qu'on ne peut pas négocier parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. C'était déjà le cas du temps de Yasser Arafat, où Israël disait on n'a pas d'interlocuteur, nous on veut négocier, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc ils avaient misé sur Mahmoud Abbas. Une fois que Mahmoud Abbas est arrivé à la tête de l'autorité, très vite, les éléments ont été mis en place pour dire non, on ne peut pas négocier avec Mahmoud Abbas, il n'est pas crédible. Donc on est en permanence dans cette idée que il n'y a pas d'interlocuteur, qu'Israël aimerait bien négocier, mais qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, d'où la volonté, finalement, de ne pas voir émerger une personnalité qui pourrait rassembler une partie des Palestiniens. On va parler d'un interlocuteur potentiel peut-être avec vous, Michaël Darmon, mais dans un court instant, je veux quand même vous donner la parole sur cette lettre de Mahmoud Abbas. Comment vous l'analysez, cette lettre qu'il envoie à Emmanuel Macron Quand même, une toute petite parenthèse sur l'hypothèse Barghouti. On peut avoir des réserves. Barghouti, dont on ne connaît rien des intentions, parce qu'il en effet, il est enfermé depuis 25 ans, n'a jamais eu une parole en faveur de la reconnaissance d'Israël. C'est tout de même quelque chose qui pèse dans l'équation. Quant à la lettre... C'est important ce que vous dites, parce qu'on le surnomme souvent le Mandela palestinien. Donc, Nelson Mandela, après 23 années, si je me souviens, je dis ça de mémoire, ou peut-être 27 années de prison, il pardonne d'une certaine façon. Juste une petite parenthèse. Il a fait partie des personnalités d'avenir invitées par le Quai d'Orsay il y a une trentaine d'années, parce que c'était une personnalité donc qui là, on est revenu sur Marwan Barghouti. C'est important quand même. Donc vous dites qu'il n'a pas eu les mots qu'il aurait pu avoir pour rentrer dans une incarnation. Peut-être les services secrets israéliens le savent. Quelles sont les intentions en termes de reconnaissance de l'État d'Israël par Barghouti? C'est quelqu'un qui est extraordinaire, tout ce qu'on veut, qui a eu un potentiel, qui a une intelligence tactique, stratégique, mais on ne sait pas s'il reconnaîtra l'État d'Israël. Personne ne le sait. Je ne crois pas que ni vous ni moi ne pouvons le savoir. Moi, en parlant avec lui, j'ai toujours compris que la question de la reconnaissance de l'État d'Israël, et je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ne posait absolument aucun problème dans son discours et dans sa vision, en tous les cas, du monde. Mais voilà, ce n'est pas une déclaration officielle, je le reconnais. On boucle le chapitre Barghouti. Votre avis sur Marwan Barghouti? Il reconnaît la prison israélienne. C'est quoi reconnaître Israël quand on est emprisonné depuis 27 ans dans ces... Oui, mais c'est ce que Mandela a su faire. Alors je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais c'est ce que Mandela a su faire avec rapport de force, vu la situation, qu'est-ce que c'est que reconnaître aujourd'hui pour un Marwan Barghouti ou pour n'importe quel autre Palestinien dire je reconnais ou je reconnais pas. Mais ils sont là écrasés, etc.
Alors justement, on va continuer d'évoquer et de répondre à cette question qui est pas simple. Hein. Je suis d'accord avec vous, ça demande une réponse assez complexe. Mais vous vouliez, Mickaël, nous parler d'un autre dirigeant palestinien, alors qui est moins connu. En tout cas, moi, j'avoue, je ne le connaissais pas. Protégé des Émirats Arabes Unis, exilé depuis plus de 10 ans, il s'appelle Mohamed Dahlan. C'est un homme d'affaires, ancien dirigeant du Fatah, originaire de Gaza. Et vous dites, il reste un personnage financier, puissant dans la région et dans l'enclave palestinienne. Dites-nous pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement, d'abord parce qu'il est considéré comme étant israélo-compatible. C'est la première des raisons. Et que la deuxième raison, c'est qu'effectivement, c'est un ennemi juré de Mahmoud Abbas, parce que c'est à cause de lui qu'il se trouve en exil. Et il fait partie de ceux qui disent, notamment aux Émirats, rien ne sera possible sans d'abord l'après Mahmoud Abbas. C'est un ancien homme fort, effectivement, du Fatah à Gaza. Il est né à Khan Younes, dans le camp de réfugiés. Il a passé plus d'une décennie, on le dit, en exil, maintenant aux Émirats Arabes Unis. Et il a été surtout l'ancien chef de la sécurité de l'autorité palestinienne. Il fait partie de cette génération de ceux qui ont été dans les négociations donc des accords d'Oslo, on en parlait tout à l'heure, en 1993, et après avec les Israéliens. Il a été le premier à dire « je suis pour l'arrêt des combats et pour la reconnaissance de l'État d'Israël, pour pouvoir avoir un État palestinien en coexistence à côté de l'État d'Israël et négocier. Il a d'ailleurs gardé pas mal d'amitié aujourd'hui au sein d'Israël, notamment l'ancien conseiller politique de Rabin. Pour lui, effectivement, l'État palestinien à côté d'Israël, c'était celui de l'OLP et non pas celui du Hamas. Il est entré en guerre contre Mahmoud Abbas parce qu'ils ont eu des reproches mutuels d'accusations de corruption. Il est parti pour éviter la prison. De ce point de vue-là, effectivement, il est aujourd'hui cité comme étant un futur dirigeant possible des Palestiniens dans une logique après Abbas et avec un contrôle de loin des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Alors avec cette question qui se pose aussi pour lui, est-ce qu'il serait à même de s'imposer, d'imposer son pouvoir ou mieux même d'unifier les Palestiniens? Alors il s'est exprimé plusieurs fois depuis déjà le 7 octobre et effectivement dans le cadre d'un possible après Gaza donc, et d'éviction du Hamas, lui il a souvent évoqué un gouvernement technique, de technocrates qui seraient justement à même de pouvoir relancer le processus et la construction économique parce qu'il fait partie de ceux qui disent regardez le paysage, vous avez les tours de Dubaï et des Émirats Arabes Unis, vous avez les tunnels de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 20 ans où les Israéliens n'étaient plus là, eh bien, on n'a pas construit une société, on n'a pas construit donc une possibilité de faire de l'éducation. Donc lui, c'est ce qu'il veut incarner dans cette après-Abbas. Durant toutes ces années, il s'est converti, on l'a dit effectivement, en homme d'affaires sous la houlette donc de Mohamed Ben Zayed. Il est effectivement très puissant, très influent, intervient dans beaucoup de deals et d'affaires occultes dans la région. Et les Émirats ont fait de lui leur principal sous-traitant contre les frères musulmans et également contre le Hamas. Donc cela dit, s'il devait un jour être en situation de prendre les rênes de l'autorité palestinienne, ou en tout cas d'y prétendre, alors il se heurterait effectivement à Barghouti, avec lequel il n'est pas du tout en accord, qui lui n'accepte pas du tout la manière dont Dahlan entretient un dialogue permanent donc, au sein de l'autorité palestinienne, en tout cas au sein de l'enclave palestinienne. Effectivement, le Mandela de la Palestine, comme on dit, Mahmoud Barghouti, il est emprisonné, il reste emprisonné parce que justement, les Israéliens considèrent qu'il est une figure importante qui serait capable de pouvoir rassembler une partie importante de la société palestinienne. Et de ce point de vue-là, sa libération serait un geste fort qui montrerait qu'on rentre dans une nouvelle époque. Merci beaucoup, Mickaël. Mohamed Dahlan, est-ce qu'il peut incarner le futur de Gaza, Agnès Levin? Et derrière cette question-là, il y a est-ce qu'il faut être, je retiens les premiers mots que vous avez dit, israélo-compatible pour le faire? C'est sûr qu'il est israélo-compatible. Il a fait tous les trafics avec Israël dans la bande de Gaza. Donc c'est pour ça qu'il est complètement délégitimé aux yeux des Palestiniens, non seulement de la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et qu'il est très décrié par les Palestiniens eux-mêmes, parce qu'on considère que c'est un collaborateur, pour parler crûment, d'Israël. C'est comme ça qu'il est perçu, en tous les cas, chez les Palestiniens. Donc c'est vrai que c'est une figure qu'on met en avant souvent. Le côté anti-frères musulmans soutenu par les Émirats, ça plaît à toute une partie de ce jeu politique qui se joue sous nos yeux. Donc c'est pour ça qu'il est considéré comme compatible. Mais aux yeux des Palestiniens, il ne l'est pas vraiment. Mais je crois que Hala a aussi des choses à ajouter en la matière. Oui, mais surtout,
et je repose la même question, c'est-à-dire que si on veut, même si tout ceci est tellement hypothétique aujourd'hui vu la situation, les frappes en Iran, la situation à Gaza, bref, en Cisjordanie, on parle assez peu de la Cisjordanie, mais on pourrait en parler, l'hypothèse d'une solution à 2 États, enfin, il faut quand même que des 2 côtés, on s'accepte. Vous voyez ce que je veux dire, à la Conmani? Donc peut-être qu'il faut effectivement un Palestinien qui soit israélo-compatible. Oui, j'ai une interrogation quand même sur est-ce que Israël vraiment veut d'un leader palestinien, que ce soit Dahlan ou un autre, veut vraiment un véritable interlocuteur palestinien représentatif, qui sache qui sache tenir la population palestinienne, qui soit acceptée. Est-ce que les Israéliens l'acceptent? Je ne suis pas sûre. Enfin, c'est une interrogation. Il est vendu par les Émirats comme celui... Bon, en effet, son passé, comme Agnès vient de le mentionner, on le connaît. Mais je ne suis pas sûre que les Israéliens veuillent vraiment un véritable interlocuteur palestinien. S'ils veulent un collaborateur, c'est possible. Mais un vrai qui défende les intérêts des Palestiniens ou leur identité ou leur unité, pas sûr. Sylvaine, Oui, alors Dahlan ou Barghouti, peu importe, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est que ce soit les Palestiniens qui décident, pas Israël. Il faut amener toujours Israël, mais regardons côté palestinien, il faut des élections, il faut revenir au peuple, à la société, et ce sont les Palestiniens et personne d'autre qui décideront si c'est Barghouti ou si c'est Dahlan. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important, il faut retourner, c'est pour ça que, personnellement, en tant que sociologue, je suis assez mitigée sur le fait qu'il faudrait de faire toute confiance dans une espèce d'architecture internationale. Il faut redonner la parole au peuple et aux 2 peuples, parce que les élections valent dans les 2 cas. Israël, mais avant tout, Palestine. Et c'est ça qui est très important. Mais ça fait donc presque 20 ans qu'il n'y a pas eu d'élection côté palestinien. Voilà, et aussi, en effet, ils décideront de quel leader ils veulent. Et je crois qu'il y a 2 impasses qu'il faut vraiment éviter dans le cadre d'une reconnaissance de l'État de Palestine. C'est la frustration des Palestiniens avec un modèle, un gouvernement, une imposition d'un leader qu'ils ne voudraient pas, et le manque de réalisme par rapport à une architecture. Michael, je reviens vers vous juste après. Les Palestiniens, en fait, ils souffrent d'un côté de la dictature du Hamas, de l'autre côté de la corruption de Mahmoud Abbas. Donc effectivement, il y a besoin qu'ils puissent s'exprimer parce qu'il n'y a pas eu d'élection, ni de processus civique et démocratique, puisque quand on défend la Palestine, et c'est très important de défendre cette société palestinienne qui est à peine en cours d'édification, il faudrait aussi dire et conseiller et savoir sur quelle base elle va s'édifier. Et je pense qu'effectivement, il faut recommencer par mettre des bases démocratiques et des bases d'élection, de manière à ce qu'effectivement, il y ait une capacité de pouvoir édifier une société. C'est pour ça que, une fois de plus, tout à l'heure, vous disiez Agnès Levallois, il faut remettre de la politique. Il y a 30 ans, la politique, elle était là, puisqu'effectivement, il y avait une volonté politique des 2 côtés. Et pour avoir suivi de près les négociations ensuite qui ont abouti pendant près d'1 an ensuite aux accords du Caire, qui ont été la suite des accords de la Maison-Blanche, il y avait de la politique des 2 côtés, de manière à dire nous allons créer des sociétés. Mais les extrémistes ont pris la main. Mais les 2 extrêmes, des 2 côtés, à la fois du côté juif et à la fois du côté arabe et du côté musulman, et bien des 2 côtés, ils ont voulu faire capoter cela, et c'est ce qui l'a emporté. C'est pourquoi, effectivement, revenir à la politique et à ses esprits au fond des accords d'Oslo, c'est peut-être une solution. Et alors, je reviens à cette question des élections. Agnès Levallois, pourquoi il n'y en a pas eu depuis 20 ans ? Comment peut-on organiser des élections quand on est en état d'occupation et de colonisation ? C'est aussi ça la réalité du terrain. Comment vous allez faire des élections aujourd'hui dans la bande de Gaza qui est complètement Aujourd'hui, oui, mais il y a 15 ans. D'élections, c'est très bien. Bien sûr qu'il faut des élections. Mahmoud Abbas ne voulait pas d'élections, il ne voulait pas être mis dehors. C'est une évidence absolue. Mais est-ce que le Hamas en voulait ? Que le Hamas dans la bande de Gaza, lui, pouvait se permettre d'avoir des élections parce qu'il pensait qu'il allait les gagner. Mais la question qui était importante... Pourquoi ne les a-t-il pas organisés à ce moment-là ? Il aurait eu un surcroît de légitimité, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et on ne se posera pas cette question aujourd'hui. Toute la question qui a été, comment fait-on pour réunifier les Palestiniens, puisque la situation quand même consiste à avoir 2 entités palestiniennes. Il y a l'entité palestinienne qui est la bande de Gaza et l'entité palestinienne qui est la Cisjordanie. Donc organiser des élections dans ce contexte est déjà compliqué, et le premier tort et vraiment le grand reproche évidemment que l'on peut faire aux Palestiniens, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord en se réunifiant pour permettre un processus politique qui permettait l'émergence justement d'une représentation palestinienne, et que les conditions
question aussi, et je pense que c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse, de la poursuite de l'occupation n'a pas facilité et a permis à ceux qui étaient opposés côté palestinien à organiser des élections d'avoir des arguments aussi pour tenir cette ligne. Et donc on voit bien là qu'on se heurte à une impasse totale. Et aujourd'hui, de parler des élections, bien sûr qu'il faudra des élections, ça sera aux Palestiniens de décider, mais comment concrètement peut-on organiser des élections aujourd'hui, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza? Avec donc toujours cette quand, comment, avec qui, effectivement, la question du Hamas. Et écoutons le Premier ministre de l'autorité palestinienne, enfin nommé par Mahmoud Abbas, c'était en mars 2024, il s'appelle Mohamed Mustafa. Voilà ce qu'il dit sur Gaza. Personne ne reconstruira Gaza si Gaza est gérée comme elle l'était par le passé. Personne n'aidera notre peuple à Gaza à retrouver ses moyens de subsistance tant que la situation ne sera pas réglée là-bas. Cependant, il n'existe pas non plus de projet politique viable pour nous en tant qu'État reconnu par le reste du monde et bénéficiant du soutien nécessaire pour le mettre en œuvre. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faut sortir le Hamas de l'équation. C'est un préalable à la Kodmani, à la création d'un État palestinien. C'est le thème qui nous a... C'est un consensus maintenant. Oui. Je veux dire, entre les Palestiniens, les Arabes, les Occidentaux, enfin, tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas d'avenir avec le Hamas armé, au moins. Mais bon, reste à savoir qu'aujourd'hui, on est complètement pris dans une impasse, dans un carnage où les seuls qui peuvent négocier, c'est le Hamas, qui a la main à Gaza. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, si on veut un cessez-le-feu, il faudra renégocier avec le Hamas. Après, on va leur dire, bon, bah merci, vous avez négocié, maintenant vous rentrez à la maison. Vous rentrez pas du tout. C'est consensuel. Maintenant, on est face à un blocage surtout physique. Il y a des bombes qui tombent tous les jours sur Gaza, et donc avec qui parler, quand, comment, on ne sait pas. Sylvain Bull, votre avis sur la place du Hamas aujourd'hui et sa capacité finalement à bloquer le processus vers la construction d'un État palestinien? Je ne sais pas, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'état réel des forces du Hamas, de même qu'on ne sait pas vraiment ce que veulent les Palestiniens de Gaza. Et aussi ce Cisjordanie. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, moi je voudrais revenir aussi en regardant les sociétés de façon horizontale. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. La jeunesse palestinienne a vraiment été absolument laminée par le pouvoir en place à Abbas, qui a coupé symboliquement des têtes, notamment celle de la jeunesse. Et c'est une population, la jeunesse de Gaza et de Cisjordanie, pour connaître les étudiants, qui s'est coupée des appareils et de l'idée de la démocratie possible palestinienne. Alors qu'il y a des ressources absolument fantastiques de la jeunesse, à Gaza en particulier, qui ne sont absolument pas valorisées. Il faudrait aussi repartir de cela. Maintenant, les forces du Hamas, moi j'ai l'impression qu'elles sont quand même, si elles sont absolument, très désarmées, on a l'impression quand même que le Hamas a un certain poids dans l'opinion publique. Mais c'est très très difficile d'avoir des informations assez fiables. Okay. C'est à noter que le travail qu'a fait récemment, qu'a publié récemment Jean-Pierre Filiu, qui est rentré donc de Gaza, qui est un spécialiste de la région également, et qui a passé 2 mois à Gaza, et qui, effectivement, par rapport à ce que vous dites, constate qu'aujourd'hui, la rue est aux mains des milices, des groupes de raquettes, et qui, parce qu'il n'y a plus de pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas de pouvoir politique, eh bien, met un peu en coupe réglée les populations. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que la guerre s'arrêtera aussi très certainement, et il faut l'envisager et le souhaiter, une fois que les otages seront libérés, les otages israéliens seront libérés. Et à ce moment-là, il y aura aussi un momentum nouveau pour pouvoir faire en sorte que le couvre-feu, le cessez-le-feu soit donc mis en place, soit déclenché, et qu'on puisse effectivement se remettre autour d'une table et discuter. Même si aujourd'hui, cela paraît illusoire d'envisager que le Hamas soit autour d'une table de négociation. Et je reviens au point de départ de notre débat, on va conclure là-dessus, il nous reste 2-3 minutes. Agnès Levallois, on a une communauté internationale qui essayait de se mobiliser, même si on a mis les bémols qu'on avait sur l'initiative française ou franco-saoudienne. Mais localement, que ce soit côté palestinien ou côté israélien, avec les pouvoirs en place, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté.
d'avoir deux États qui cohabitent finalement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un pouvoir à la tête de la Palestine ou des deux entités palestiniennes et côté israélien qui sont complètement opposés. Et on a des ministres israéliens qui disent tous les jours qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, que c'est hors de question de permettre l'émergence d'un État palestinien. Et côté palestinien, on a deux entités, comme je disais, séparées, avec des rivalités très fortes entre le Hamas d'un côté et puis le pouvoir incarné par Mahmoud Abbas de l'autre, et avec une situation, de toute façon, tellement déséquilibrée entre d'un côté quand même, et je le répète, la colonisation et l'occupation ne sont pas les conditions idéales pour l'émergence d'une vie politique démocratique, même si les Palestiniens, les jeunes Palestiniens rêvent de ça, évidemment. Mais quelles sont les conditions qui permettent aussi de pouvoir penser un projet politique? Alors, il y a des jeunes Palestiniens aujourd'hui, surtout du côté de Ramallah, qui travaillent, et des groupes de recherche qui sont tout à fait passionnants, avec un discours tout à fait raisonnable, pour reprendre des termes qui peuvent être acceptables, et qui veulent envisager l'avenir. Mais quelle est la marge de manœuvre qu'on va leur permettre d'avoir pour pouvoir accéder à cela et permettre leur reconnaissance? On parle tout le temps de l'absence de reconnaissance d'Israël par les Palestiniens ou par certains Arabes, mais il faudrait aussi qu'il y ait une déclaration claire de la part d'Israël d'accepter un État palestinien. Or, aujourd'hui, cette déclaration, elle n'est pas là, elle n'est pas sur la table non plus. Oui, à la Konani. Et les autres... Allez-y, j'avais une question. Mais tous les jours, avec ce gouvernement israélien en particulier, avec des gens extrémistes qui, tous les jours, sont en train de dire tantôt on veut recoloniser Gaza, tantôt il est hors de question que toute cette terre de Cisjordanie est à nous, que... C'est absolument impossible, qu'il y a une volonté d'effacement affichée, mais tous les jours, dans des déclarations publiques de ministres israéliens. Donc, avec ce gouvernement Netanyahou, je crains qu'il n'y ait vraiment pas du tout. On ne dit pas d'interlocuteur palestinien, mais il n'y a pas d'interlocuteur israélien aujourd'hui. Allez, à vous le mot de la conclusion. Moi, je regrette précisément que dans la conférence internationale, la première priorité qui aurait dû être mise, c'est la décolonisation. Ça n'a pas été le cas. C'est la reconnaissance d'Israël avec la décolonisation. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas eu cet effort de réciprocité demandé. Parce que c'est 30 secondes, Mickaël. Oui, 30 secondes. En fait, ce qui est intéressant, parce que vous parlez effectivement de la complexité, en 2007, quand Sharon se retire de la bande de Gaza, c'est pour permettre à ce qu'un processus politique émerge, et depuis, il n'y a pas eu d'Israélien qui est venu sur la bande de Gaza. Quand il quitte la bande de Gaza, il prend même les colons par la peau des fesses, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, et il les sort pour dire il faudra qu'il y ait un processus politique. Donc il y a des complexités dans la région qui, en fait, montrent que les solutions sont possibles et qu'il faut l'espérer, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans la désespérance et de dire c'est bloqué en permanence. Il y aura forcément des solutions à trouver, et ça a déjà été fait par le passé. Espérons que ce temps de 93 pourra se rééditer. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais appeler les titres de vos livres. Agnès Levallois, Le Livre Noir de Gaza, c'est aux éditions du Seuil. Et Sylvaine Bull, Sociologie de Jérusalem, aux éditions de la Découverte, évidemment à la Konmani. On vous lit dans Libération. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité à notre émission. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous regarder et ça, évidemment, nous fait plaisir. Je vous donne rendez-vous demain 18h et 22h. Vous pouvez nous retrouver en podcast, nous écouter, nous retrouver sur publicsena.fr. On est très heureux d'être sur le canal 8 et on espère que vous nous y avez découvert, qui sait, sur ce canal. Notez enfin que l'invité de la matinale, demain, ce sera Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il sera face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée, merci.